Bonjour à tous. Je vois que vous commencez à vous connecter. Est-ce que on enchaîne, on commence tout de suite ou est-ce que vous voulez attendre un tout petit peu que certains nous rejoignent? Je pense qu'on peut y aller. Alors on y va. Alors c'est parti. Donc bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes absolument ravis de vous voir aussi nombreux pour parler de thérapie numérique. Donc vous verrez, nous les nommerons aussi sous le nom de Digital Therapeutics ou de DTX. Voilà, dans les trois cas, on parle de la même chose. Je suis Mathilde Pasco, je suis directrice associée chez Tech2Med. Tech2Med, c'est une agence de conseil et de développement. Nous sommes spécialisés en santé et en nouvelles technologies et notamment organisateurs de la journée DTX France. Nous aurons l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard. Aujourd'hui, je serai la modératrice de ce webinaire et j'ai la chance d'être accompagnée d'un très beau parterre de speakers puisque j'ai le plaisir, parfait, merci beaucoup d'avoir passé les slides, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Hélène Viager qui est co-CEO et cofondateur de Aptera, de Alexandre Prinenko qui est directeur général de Oviva France, de Stéphane Tollander qui est coordinateur de la commission santé numérique de France Biotech et vice-président de France Biotech, et du docteur Hervé Gannery, qui est médecin spécialisé dans le développement des études cliniques et des affaires médicales. Donc, vous êtes un très bon nombre de participants à ce webinaire. Nous en sommes absolument ravis. Il y a un certain nombre d'autres qui vont nous rejoindre en cours de route, que nous accueillerons avec le même plaisir. Et votre présence aujourd'hui démontre le grand intérêt, ou en tout cas une curiosité certaine que vous portez pour ces nouvelles thérapies qui arrivent sur le marché. Voilà, vous êtes certainement investisseur, professionnel de santé ou divers autres acteurs du monde de la santé et peut-être même de la santé numérique. Et vous souhaitez découvrir ce que sont ces fameuses thérapies numériques. Eh bien, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que vous êtes au bon endroit puisque nous avons 1 heure pour en discuter tous ensemble. Donc, simplement, avant de commencer ce webinaire France Biotech, vous est proposé parce qu'on a senti un réel besoin de se réunir autour de cette question pour mieux comprendre et appréhender les enjeux des DTX. Un simple petit mot sur France Biotech. France Biotech, c'est une association qui fédère les entrepreneurs de la santé, de l'innovation en santé, et vous y retrouverez à peu près 700 acteurs de la health tech, dont 200 en santé numérique. Donc, vous voyez comme le maillage est bien représentatif de tout l'écosystème. Son objectif, c'est de porter la voix de la health tech auprès des institutions, auprès de différents publics, de faciliter les échanges aussi entre les acteurs pour travailler ensemble et avancer plus vite, et informer sur les avancées et les innovations de ce secteur de la health tech. Et donc, au sein de cette association, France Biotech, s'est constituée une task force qui est dédiée aux questions de thérapie digitale. On sentait un réel besoin au cœur de l'écosystème. Et donc, cette task force est co-dirigée par Alexandre, qui est présent et qui prendra la parole juste après, et par nous également, Tech2Med. Donc, dans la slide qui est juste ici, vous allez trouver... Oh, excusez-moi. Vous allez trouver tous les fabricants de DTX qui ont rejoint la task force. Et voilà, pour que vous ayez un petit ordre d'idée, toutes les entreprises ne sont pas représentées puisqu'il y a pas mal d'acteurs qui gravitent aussi autour de cet écosystème et dont le logo n'est pas présent. Ici, on retrouve uniquement les fabricants. Donc, si on parle un petit peu plus de la présentation d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, on sait que les thérapies numériques arrivent au fur et à mesure de manière de toujours un peu plus présente sur le marché et font face à de nombreux défis et ceux qui seront abordés au cours de cette présentation. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, afin de commencer avec une base solide, Hélène nous fera le plaisir de nous présenter ce que sont les DTX, de partager la définition pour comprendre les grands concepts et les idées afin d'engager la suite de la discussion. L'idée ensuite sera de comprendre où se situe la France par rapport au reste de l'Europe, et ce sera à toi, Alexandre, de nous le présenter, en matière de remboursement notamment. On verra qu'en France, il y a un certain nombre de challenges, mais c'est très intéressant puisque tout est à construire ensemble. Il y a la grande question du design et de la validation des études cliniques qui fera l'objet d'une présentation par le docteur Gannery. Et enfin, toute cette problématique ensuite qui concerne plus les professionnels de santé et les patients, notamment les usages et les adoptions. Et Stéphane, ce sera à toi de présenter. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Hélène qui nous fait le plaisir d'introduire ce que sont les DTX. Hélène, c'est à toi.
Merci Mathilde. Et donc, oui, là, l'idée, c'était de poser, avant de rentrer dans le vif du sujet, de poser assez rapidement ce qu'on entendait par thérapie numérique ou DTX, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de confusion autour du terme et que parfois, beaucoup de gens mettaient sous le terme DTX ou thérapie numérique des choses assez différentes. Donc, très rapidement, quand on parle de DTX dans la task force, et puis plus généralement, c'est systématiquement un dispositif médical, donc c'est-à-dire systématiquement un dispositif qui a un marquage CE ou FDA, et donc qui a été revu par un organisme notifié, et qui a un mécanisme d'action numérique. Les DTX, à la différence des applications de télésurveillance ou d'autres applications, c'est des applications mobiles conçues pour un usage autonome, donc avisé évidemment d'usage par le patient et conçu pour un usage autonome, c'est-à-dire que le patient peut faire son parcours dans l'application sans intervention du médecin et surtout que le bénéfice thérapeutique, il a été démontré sans intervention du médecin. Quand on parle de thérapie numérique, on parle d'applis qui ont un vrai bénéfice patient, un bénéfice clinique qui est démontré ou qui va être démontré dans une ou plusieurs études cliniques. Et on parle bien d'études cliniques gold standard, en tout cas qui ont suivi des méthodologies propres et donc pour la plupart études cliniques randomisées contrôlées, des RCT. Alors évidemment, ça se fait en plusieurs étapes, mais les thérapies numériques, elles s'inscrivent vraiment dans cet enjeu de démonstration de la preuve. Et l'idée aussi derrière les thérapies numériques, c'est vraiment comme un médicament, une idée d'un produit, d'un dispositif médical qui peut être prescrit et pris en charge par la sécurité sociale, par des mutuelles ou par les organismes publics d'État. Et pour vraiment être très clair, quand on parle de thérapie digitale, on ne parle pas des dispositifs de télésurveillance. Dans PECAN, dont on va parler, il y a vraiment deux pathways qui sont différents. Il y a le pathway télésurveillance et il y a celui thérapie digitale, DTX. Les DTX, ce n'est pas de la télésurveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet enjeu de transmettre à un professionnel de santé à l'autre bout des données, des alertes au moyen d'un DM numérique. Ça, c'est la télésurveillance. Et ce n'est pas non plus toutes les applis qui sont non régulées. Donc, les solutions de self-management, de collecte de prompts pour du bien-être ou pour des études cliniques, qui ne sont pas marquées CE comme dispositif médical, ce ne sont pas des DTX. On a trouvé que c'était important de revenir là-dessus parce que vraiment, il y a souvent de la confusion. Un autre élément donc nous on a regardé chez Aptera, je dirais une centaine de fabricants de thérapie numérique dans le monde et globalement les modes d'action sont évidemment spécifiques à chaque pathologie, mais on retrouve des éléments, des briques communes et donc le mode d'action de ces thérapies numériques et même dans le code de la sécurité sociale, c'est inscrit comme ça, il y a écrit l'action voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacaux ou immunos, ni par métabolisme. Mais la fonction peut être assistée par de tels moyens. Donc, en réalité, le mode d'action, c'est très souvent un mélange sur ces trois briques-là qui sont de l'éducation thérapeutique, donc beaucoup de contenu pour expliquer aux patients des enjeux ou les impacts ou la cause de sa pathologie. Il y a souvent une brique de tracking, de monitoring, d'autosuivi, alors soit de données physiologiques, soit de symptômes, soit du journaling, beaucoup. Et il y a souvent des briques qui sont beaucoup plus des briques d'activité et d'exercice où le patient va être assez actif et qui vont être évidemment, selon la pathologie, autour des jeux cognitifs, autour de la relaxation, de la gestion de son stress, de l'activité physique adaptée ou d'autres simulations. Ce qui est aussi commun avec toutes les thérapies numériques, dans toutes les thérapies numériques, c'est les mécanismes d'engagement du patient qui sont là directement issus du monde du digital et qui permettent de s'assurer d'une rétention du patient sur ce type de produit. Donc, ça va être la gamification, la personnalisation, les notifications, parfois des chatbots, parfois de l'engagement social, un enjeu de se fixer des objectifs, pas mal de renforcement positif. Et tous ces mécanismes-là, ils sont connus dans le monde du digital pour être efficaces. Et évidemment, ils contribuent significativement à l'impact de ces thérapies numériques parce que pour que l'appli ait un impact, il faut de l'usage, il faut de la rétention. Et cet usage et cette rétention, ils sont permis aussi par les bonnes pratiques du digital.
Ce qui est assez intéressant quand on regarde l'écosystème des thérapies numériques mondiales et européen en particulier, c'est qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui est de plus en plus solide. Et ça, c'est vraiment une analyse fine qui a changé dans les précédentes années. Je dirais DIGA a vraiment accéléré cette solidification en Allemagne. Mais aujourd'hui, on a près d'une centaine de fabricants qui ont de la preuve clinique solide, qui ont eu des approches assez biotech finalement dans la mentalité, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec des études pilotes, puis des études simple bras, puis des études randomisées contrôlées. Et on trouve plusieurs centaines d'études randomisées sur des thérapies numériques qui sont déjà réalisées. Donc nous, chez Aptera, c'est ce qu'on a fait. On a été regarder un peu toutes ces publications, mais il y a même récemment eu encore le mois dernier une publication du Lancet où ils avaient fait une recherche sur les thérapies numériques et les RCT réalisées. Donc purement sur clinicaltrials.gov, donc probablement beaucoup de sociétés américaines dans le lot, puisque les Européens ne publient pas toujours sur le registre américain. Mais malgré tout, même eux en trouvent plus de 500 RCT qui ont été initiés entre 2010 et qui seront terminés d'ici à 2030. Donc on voit qu'on a un écosystème d'acteurs qui s'engagent quand même fortement dans une démarche de validation clinique solide, et donc avec des méthodologies, des statisticiens formés, voire qui viennent du monde de la biotech ou de la medtech. L'autre learning intéressant, c'est de se rendre compte que les thérapies numériques aujourd'hui, il en existe dans des pathologies qui touchent beaucoup de patients et où parfois il y a une errance thérapeutique et diagnostique assez forte. Donc typiquement l'endométriose, je sais qu'on a des représentants dans la task force qui sont là aujourd'hui. Il y a des thérapies numériques qui sont efficaces dans ce champ-là. Et c'est évidemment un champ où l'errance diagnostique et thérapeutique est assez forte. Mais vous avez aussi tout ce qui est douleur chronique, qui en France correspond à 12 millions de patients, obésité, acouphènes, troubles cognitifs, insomnie, migraine, toutes ces pathologies-là. Donc on voit le nombre de patients qui pourraient être impactés et qui pourraient être touchés. Mathilde, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu d'écran pour repasser la présentation en plein écran. En tout cas, je vois une question comme ça dans le chat en même temps. Pour moi, c'est en plein écran. Je ne sais pas si c'est pas le cas. Pour moi aussi. Est-ce que... Attendez, je vois avec Pauline. Ça marche. Donc, les thérapies numériques aujourd'hui, on a vraiment un champ clinique assez large et ce n'est pas que la santé mentale. On insiste aussi là-dessus parce qu'il y a pas mal de gens qui associent thérapie numérique à santé mentale. Il y a évidemment des thérapies numériques dans ce champ-là, mais il y en a bien au-delà aussi. Et peut-être pour illustrer, pour finir, sur cette partie de définition, on a juste illustré quelques acteurs qui ont quand même de la puissance d'études cliniques derrière eux, en partie et pour montrer aussi la variété de champs. Donc, par exemple, Selfback dans la douleur lombaire, aujourd'hui, c'est une application qui a été revue aussi par NICE au UK, qui a au moins 3 RCT publiés et qui ont été revus par un organisme comme NICE, qui font l'objet de recommandations. Hello Better sur l'échelle de la panique, ils ont aussi 2 RCT. Neuronation, ils sont assez forts sur la partie cognitive. Sleepio sur le sommeil et sur la gestion des insomnies chroniques. Énormément de publications aussi de cette société américaine. Anglo-américaine. Et Oviva, dans le champ de l'obésité, a aussi de plus en plus d'études randomisées contrôlées pour montrer et démontrer proprement leurs bénéfices cliniques. Donc, c'était un peu un overview de quand on parle de thérapie numérique, de quoi on parle, de DM numérique à visée thérapeutique, qui sont marqués CE, qui ont de la preuve clinique, qui ont fait l'objet d'une évaluation dans un RCT et qui sont utilisés en autonomie par le patient pour la plupart. Super. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour cette présentation très claire et très concise. Est-ce que je te propose, il y a déjà quelques questions dans le chat. Je pense que la réponse peut être assez rapide, donc pour gagner du temps, si tu veux, je te les passe tout de suite. Il y a une première question de Karine Soula qui demande si une DTX doit obligatoirement être remboursée. Hop là. Alors la réponse est non. C'est-à-dire que vous pouvez être thérapie numérique, marqué CE, avoir votre preuve clinique et choisir une autre voie de market access. Le remboursement, c'en est une. Et donc je pense que dans la slide, on avait écrit peut être prescrite et prise en charge, mais ce n'est pas nécessairement
le cas. Donc, on peut choisir d'avoir une thérapie numérique qui n'est ni prescrite ni remboursée. Super, merci beaucoup. Et une deuxième question, toujours de Karine dans la foulée. Dans le mode d'action des DTX, y a-t-il des TCC? Oui, et d'ailleurs, merci du rappel, Karine. Je pense que j'aurais dû le mentionner plus fortement. Je dirais que au moins, alors, 80% des thérapies numériques qu'on a évaluées, nous, qu'on a regardé, observé et dont on a regardé les études cliniques chez Aptera, mentionnent les thérapies cognitivo-comportementales comme base de leur programme. Donc, elles font pas forcément la thérapie cognitivo-comportementale toutes dans leur appli. C'est-à-dire, elles vont pas faire toutes les étapes mais elles vont avoir des exercices ou des activités qui sont basées sur les principes de la thérapie cognitivo-comportementale. Parfois, ils vont aussi mentionner les thérapies ACT. Donc, il y a plusieurs courants, mais qui sont évidemment qui en fait articulent le mécanisme d'action, c'est-à-dire prendre conscience de ses biais cognitifs, avoir des exercices pour les modifier ou pour avoir des stratégies de détournement autour de ces biais cognitifs. Donc oui, c'est vrai que c'est un élément qu'on retrouve très très souvent. Pas que, c'est-à-dire qu'il y a des thérapies numériques qui ne font pas intervenir les TCC, mais c'est très souvent le cas. Parfait. Merci beaucoup, Hélène, pour cette réponse et pour cette présentation. Donc, un premier message très clair. On peut retenir que quand on parle de DTX, on parle de dispositifs médicaux à destination du patient, bien évidemment, et ce n'est pas un outil pour le professionnel de santé, et dont le bénéfice patient a été démontré par des études cliniques robustes. Et ça, nous aurons l'occasion de revenir dessus avec le docteur Anaï. Puisqu'on parle de traitement, vient immédiatement après, généralement, la question du remboursement. Cette question se pose aujourd'hui en France, mais pas uniquement. L'Allemagne a pris de l'avance sur cette question. Et Alexandre, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est des différents modèles de prise en charge en France et même plus largement en Europe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, et ravi de voir autant de participants aujourd'hui à ce webinaire. Merci pour l'introduction, Mathilde. Merci, Hélène, de nous avoir rappelé ce que c'est qu'une thérapie numérique. Je pense que c'était important, effectivement, à travers toutes les conversations qu'on peut avoir tous les jours avec différents acteurs, de vraiment repréciser tout ça. Alors, en effet, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question se pose du comment. Voilà, comment on permet un usage. Et pour revenir sur la question qui a été posée justement il y a quelques minutes, vis-à-vis du remboursement, alors certes, il n'est pas obligatoire, mais n'empêche qu'en Europe occidentale, on peut s'attendre à un usage qui passera nécessairement par le remboursement, étant donné qu'on est sur des problématiques de santé et de traitement de maladies qui sont souvent chroniques, dont Hélène en a présenté certaines. Alors, si on regarde en Europe, on va commencer par l'Europe et ensuite on va faire un focus sur la France. L'équation, elle est quand même assez complexe. Pour autant, on constate un vrai consensus autour de ce contexte qui est une explosion des maladies chroniques qui sont très souvent liées au mode de vie. Alors, on a voulu rappeler quelques items, on a quelques chiffres français là sur le coût que ça peut représenter pour les collectivités. Là, on a des chiffres, encore une fois, France, par exemple, l'obésité, c'est 11 milliards de dépenses annuelles. La santé mentale, si on prend la dépression, l'anxiété, 23 milliards. Les TMS, 1 milliard. L'endométriose, 10 milliards par an. Voilà. Donc, des maladies chroniques qui explosent en termes de prévalence et en termes de coûts associés, avec des solutions qui sont aujourd'hui principalement, en tout cas traditionnellement, principalement médicamenteuses ou chirurgicales. Mais on constate que très souvent, les patients sont quand même en errance thérapeutique du fait de l'absence de parcours de soins dédiés, par exemple, ou dans un contexte de déficit de professionnels de santé grandissant, avec aussi la majorité de ces pathologies qui sont quand même associées à un contexte social, environnemental, très souvent personnel, bref, le reflet d'un mode de vie individuel. Et là, aujourd'hui, on a, avec les thérapies numériques, des thérapies qui, au lieu de se focaliser et de traiter les symptômes, vont traiter notamment les facteurs pour traiter ces pathologies. Voilà. Donc, on y voit vraiment, et on n'est pas les seuls, vraiment, c'est maintenant en train de devenir vraiment consensuel, une réelle opportunité de contrer le développement de toutes ces pathologies. Et donc, si on regarde les pays les plus avancés, alors, il y a clairement 3 pays qui sortent du lot aujourd'hui en Europe.
La Belgique qui a initié un système dédié au DTX déjà en 2018. Alors, on a pu faire le point là dans le cadre de la préparation du webinaire où on a 39, alors il parle d'applis santé qui sont rentrés dans ce track avec 3 stades, bien sûr marquage CE, ensuite différents enjeux de technico-réglementaires, on va dire, d'interop, etc. Et ensuite, encore une fois, comme l'a indiqué Hélène, on retombe toujours là-dessus, bien sûr, la preuve solide d'une évaluation clinique qui apporte un réel bénéfice pour les patients. Voilà, donc la Belgique qui avance. Après, le DIGA, bien sûr, on parle beaucoup du DIGA et au sein de la Task Force France Biotech, on parle énormément du DIGA qui représente aujourd'hui pour nous une source de benchmark hyper intéressante. Parce que le DIGA a été officialisé fin 2019, ça a vraiment commencé en 2020 avec les tout premiers acteurs qui ont eu un remboursement provisoire à l'automne 2020. Voilà, donc on a aujourd'hui presque 4 ans de recul sur tout le fast track, tous les enjeux d'évaluation clinique associés, mais également sur l'usage, dont d'ailleurs Stéphane va reparler un petit peu après. Et donc, en mars 2023, la France a suivi, fin mars 2023, la parution du décret sur Pécan, qui est un fast track également, dédié, alors certes à la télésurveillance, mais aussi aux thérapies numériques. Et on s'attend, d'après les acteurs de la task force, les différents éléments qu'on a à disposition, à avoir à peu près 5 à 10 soumissions pour rentrer dans Pécan. Là, cette année, courant 2024. On vous a rappelé quelques liens qu'on partagera également dans la présentation. Vous voyez, donc Genius a fait un gros travail de synthétique et pédagogique sur toutes les modalités associées à Pécan et la manière de rentrer. Alors après, il y a d'autres pays également qui commencent à se positionner. On en entend parler. Il y a des choses plus ou moins publiques ou plus ou moins trouvables, on va dire, sur l'Internet. L'Autriche, qui a déjà parlé d'un copier-coller du DIGA. La Suisse, il y a un système assez simple qui est le système traditionnel, mais par lequel on peut quand même rentrer avec des thérapies numériques, même si ça prend du temps. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, qui a un système dédié maintenant. L'Italie, l'Espagne également, on entend quelques petites rumeurs là-dessus. Voilà, on a rappelé également quelques liens utiles en dessous. On travaille main dans la main, notamment avec la DTX Alliance, sur un screening vis-à-vis de toutes les modalités justement d'accès au marché. Quand on parle encore une fois d'accès au marché pour les thérapies numériques, on pense surtout au remboursement. Alors, en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on a maintenant, donc comme je disais, 4 ans de recul. On a aujourd'hui quand même un vrai beau succès là-dessus. Et pour vous faire un feedback en direct, on va dire, j'ai moi-même participé il y a quelques semaines à une table ronde French Tech organisée par la French Tech à Berlin sur DIGA et Pécan. Et je peux vous dire que les Allemands ont le sourire. Vraiment, ils ont le sourire. Il y a de quoi quand on regarde les chiffres. Ils ont visiblement un fast track qui fonctionne, avec en plus, mais là pour le coup, je ne vais pas couper l'herbe sous le pied de Stéphane, il va en parler encore une fois, de l'usage, ça y est, qui commence à arriver. Même si je vais vous montrer quelques chiffres juste après. En tout cas, en termes de fast track et de possibilité d'accéder à un remboursement, on a aujourd'hui 85% des DTX qui vont au bout du DIGA en matière d'évaluation, qui au final rentrent dans le droit commun. Voilà. Donc ça, c'est un message fort qu'on voulait porter. On voit sur la slide que 33 DTX sont maintenant de manière permanente dans le droit commun. 23 bénéficient d'un remboursement qui est actuellement provisoire, donc sont encore en cours d'évaluation. Mais c'est un système, on va le voir, qui est similaire à celui que propose Pécan. Et 6 DTX qui ont été rejetés. On l'explique par, alors principalement 3 facteurs, même s'il y en a certainement d'autres, mais qu'on a voulu rappeler en bas. Bien entendu, l'attractivité du marché allemand. On a aujourd'hui 83 millions d'habitants en Allemagne, le plus gros marché européen. Donc, il y a eu bien sûr un effet d'aspiration évident pour beaucoup d'entrepreneurs, mais également le prix. Voilà, le prix, et pour le coup, j'en profite pour dire que l'arrêté tarifaire sur Pécan est attendu pour les prochains jours. Donc, on devrait aussi avoir en France un prix intéressant et attractif. En tout cas, c'est le cas en Allemagne et c'est une grosse partie de l'explication. La stratégie d'évaluation clinique qui est bâtie main dans la main entre le BfArM et les industriels sur un mode collaboratif, itératif, d'ailleurs qu'on est également en train de mettre en place
avec l'équipe de la HAS qui fait vraiment preuve d'énormément de disponibilité et de pragmatisme vis-à-vis de tout ce qu'elle nous propose et des échanges qu'on a avec elle. Et enfin, la robustesse des évaluations. Alors, Hélène en a parlé, mais il faut bien savoir que de toute façon, aujourd'hui, pour rentrer dans DIGA, il faut un RCT, voilà, qui est le gold standard de l'évaluation clinique. Voilà, donc Hervé va en parler après, mais bien sûr, on parle de ça quand on parle d'évaluation clinique d'une thérapie numérique. Voilà, aujourd'hui, 100% des DIGA ont bénéficié, ou en tout cas ont apporté une preuve clinique à travers un RCT. Et si on regarde des premières notions d'usage, avant de rentrer dans les détails après avec Stéphane, ça y est, c'est là, quoi. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite le parallèle entre en haut le nombre de DIGA remboursés, donc vraiment cette croissance continue. On peut s'attendre, je pense, à presque une centaine de DIGA qui seront remboursés d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine en permanent et en provisoire, avec une utilisation patient, du coup, qui va de pair. Et on voit cet effet également organique d'acculturation de tout l'écosystème allemand, des patients, des professionnels de santé qui utilisent, mais surtout qui en amont prescrivent. Donc 56 applications DTX qui sont prises en charge en Allemagne, plus de 400 000 activations de DIGA, donc utilisation depuis le début du DIGA, mais surtout, on voulait faire passer le message de certains acteurs industriels qui vont dépasser les 4000 prescriptions, en tout cas activations mensuelles en 2024. Donc on parle de sociétés, ça y est, qui ont enfin un modèle économique viable, avec des vraies perspectives de croissance, mais surtout de rentabilité. Voilà. On voulait insister là-dessus, c'est très important pour nous. On sait qu'il y a pas mal d'investisseurs aussi qui sont connectés. Et bien sûr, porter cette innovation et y aller, ça se fera aussi avec les investisseurs. Et donc, Pécan, quid de Pécan? Alors, j'ai dit quelques mots sur l'arrêté tarifaire qui est attendu pour bientôt, qui va certainement d'ailleurs susciter, en tout cas déclencher, on l'espère, la constitution d'un maximum de roadmap pour rentrer sur le marché français, même si déjà beaucoup d'acteurs, comme on l'a dit, sont positionnés. En tout cas, on a voulu faire l'exercice de dresser une roadmap d'un point de vue opérationnel pour rentrer un peu plus dans le concret. Et on a donné ici un exemple. Alors, avec des timings qui valent ce qu'ils valent, on peut considérer qu'entre deux pointillés, on a un trimestre, même si là, on doit imaginer que le développement du DTX a démarré bien avant. Le marquage CE doit bien sûr faire partie de l'histoire au début. On peut envisager donc la constitution d'un protocole clinique avec derrière un test patient qui doit donner lieu ensuite au démarrage d'une étude clinique. Et on a voulu montrer que assez rapidement, grâce au modèle Pécan, on peut générer du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il démarre au jour 1, en théorie en tout cas, au jour 1 de Pécan. Voilà. Donc, c'est important comme message également, à notre sens, à faire passer à tous les entrepreneurs, mais également aux investisseurs. C'est bien sûr l'enjeu de Pécan, de pouvoir donner accès à du chiffre d'affaires rapidement, avant la fin des négociations. Donc là, on part sur 1 an de Pécan, sachant que le point clé, en tout cas pivot, c'est les 6 mois de Pécan au bout desquels on doit déposer le dossier final. Et ça doit être, à notre sens, le point de départ de votre rétro-planning, en tout cas de la constitution de la roadmap. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le point critique qui devra nécessiter le dépôt du dossier final LPPR, donc remboursement dans le droit commun. À partir de ces 6 mois, on a ensuite les négociations avec différents acteurs institutionnels pour pouvoir ensuite rentrer, on l'espère, dans le droit commun. Sachant que, bien sûr, l'enjeu majeur et la composante la plus stratégique de toute cette roadmap, ce sera évidemment, au-delà de l'aspect produit qui reste à développer, marquage CE, etc. Mais ça, en général, c'est bien maîtrisé par l'ensemble des entrepreneurs et on peut être vraiment bien accompagné là-dessus. Ce sera la robustesse de l'évaluation clinique. Voilà, donc je voulais insister là-dessus, on voulait faire cet exercice, on vous partagera les slides et je vais maintenant passer la main à Hervé qui, pour le coup, va justement rentrer un petit peu plus dans le concret des enjeux de l'évaluation clinique pour une thérapie numérique. Juste un tout petit point, Hervé, avant que tu prennes la parole. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Le lien est, voilà, la transition est hyper facile vers Hervé. Juste avant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans l'onglet questions et chat. Je vous promets, on prend les questions à la fin. D'accord? Comme ça, on ne coupe pas la présentation. Hervé, excuse-moi, je te laisse la parole. Bien, bonjour. Alors, un point crucial, comme on l'a vu
pour le développement d'un DTX, ce sont les preuves cliniques de l'efficacité. Et donc, alors, une question de base, pourquoi se contraindre à mettre en place une étude clinique puisque les études cliniques sont par définition entachées de 3 péchés originels. Elles sont contraignantes sur les plans administratifs et réglementaires, elles sont chronophages, et je me permets d'insister, et c'est très souvent et très très largement sous-estimé, et elles sont onéreuses. D'autre part, il y a un principe de base, c'est que l'idée la plus originale, le concept le plus innovant, ne vaudront jamais pour une validation d'une revendication thérapeutique. Il faut la démontrer. Et surtout, un point important, c'est quelle que soit l'indication revendiquée, quel que soit le scope thérapeutique, même parfois le plus spécifique, il est toujours possible de mettre en place une étude clinique robuste qui va valider cette indication revendiquée. Et j'insiste bien sur l'indication revendiquée. Alors, quels sont les intérêts? On va faire une approche chronologique dans la vie du TTX. D'abord, la levée de fonds. La levée de fonds, on sait qu'il y a des attentes des autorités pour une démonstration clinique robuste. Donc, par définition, quand vous montez un dossier, les coûts et les délais que je viens d'évoquer, qui sont inhérents à cette démonstration, se doivent d'être intégrés au business plan soumis aux investisseurs. Sinon, le dossier risque d'être bloqué. Après, la constitution du dossier pécan. Là, ça vient de vous être détaillé. C'est une magnifique opportunité pour une prise en charge anticipée de votre DTX. Surtout, pour vous, c'est une magnifique vitrine pour faire une implémentation anticipée. C'est du launch teasing. Mais, comme vous l'avez vu, in fine, il faut apporter dans le dossier les preuves qu'une démonstration clinique des allégations thérapeutiques que vous revendiquez est bien en cours et que vous êtes prêt à en présenter les résultats. L'autre étape, c'est l'enregistrement avec, pour l'étude clinique, je dirais 3 niveaux. Le premier, c'est d'abord une démonstration incontestable d'une efficacité dans le scope thérapeutique que vous ciblez. Et ça va vous permettre d'obtenir un enregistrement. Après, et ça c'est un point clé, l'atteinte de l'objectif de cette étude va conditionner le libellé de l'indication qui sera prise en charge. Donc c'est un travail en amont extrêmement important, c'est-à-dire que, pour un exemple caricatural, si vous faites une étude chez les patients, les hommes de plus de 65 ans, vous ne pourrez pas positionner votre produit après chez les femmes de moins de 40. Bon, c'est un exemple vraiment caricatural, mais parfois, le libellé des indications peuvent être bloquants pour le positionnement futur du produit. Et après, pour une négociation de prix, cette étude va vous permettre d'évaluer la place future de votre DTX dans la prise en charge de la pathologie concernée. La 4e étape, c'est le marketing. Alors, ça peut peut-être choquer un petit peu quand on parle d'études cliniques, mais aujourd'hui, les prescripteurs sont de plus en plus sensibles à ce qu'on appelle l'évidence-based medicine. La formation des étudiants en médecine, ils ont des modules sur comment interpréter une étude clinique, comment avoir un avis critique sur la présentation des résultats. Donc, ils attendent une démonstration robuste de l'efficacité et surtout de la valeur ajoutée par rapport à l'existant. En plus, dans la plupart des cas, ces mêmes prescripteurs vont attendre une publication de ces résultats dans une revue de très haut niveau. Or, pour publier dans une revue de très haut niveau, il faut que votre RCT soit extrêmement robuste, sinon elle n'a aucune chance d'être prise en compte. Alors, quelle est la stratégie pour mettre en place une étude clinique robuste? Je dirais, une étude clinique, ce n'est pas un objet satellite par rapport à la vie de votre DTX. L'étude clinique est partie prenante dans tout le déroulé de la vie de votre DTX. Donc, vous devez absolument définir en interne les besoins et les attentes avec tous les responsables de l'entreprise. Il y a une vie en amont, une vie en aval par rapport à l'étude clinique. Et il faut créer l'élaboration collégiale d'un synopsis de protocole qui va correspondre aux attentes de l'entreprise. La deuxième étape, la plus dure peut-être, c'est de passer par un board d'experts qui va avoir pour mission de challenger et donc de détricoter ce super protocole. Parce que eux, ils vont avoir une approche à l'aune de la vie réelle. Là encore, un exemple caricatural. Votre protocole, il est superbe, mais vos critères de sélection, d'éligibilité, d'exclusion, etc. Moi, je vois 3 patients par an correspondant à ces critères-là. Donc, vous faites une étude avec 100 patients, on est 3, vous imaginez la durée de l'étude. Voilà. Et l'étape 3, alors, qui me paraît vraiment fondamentale, une fois qu'on a synthétisé ces 2 approches et qu'on arrive à un premier niveau de protocole, c'est avoir un rendez-vous précoce avec les autorités de santé
pour valider que ce protocole répond bien à leurs attentes. Et surtout, ne pas s'engager avant d'avoir une confirmation des attentes des autorités, des prescripteurs, voire même des patients, parce qu'on peut passer aussi par des associations de patients pour savoir quelles sont les attentes de ces mêmes patients. Donc, une étude robuste, c'est quoi? C'est définir, comme on l'a vu, et valider en interne les objectifs de l'étude, parce que l'atteinte de ces objectifs va définir le libellé de l'indication qui sera prise en charge et remboursée de votre DTX. Et surtout, compte tenu des coûts et des délais, vous n'avez pas une seconde chance pour faire une première bonne impression. Donc, il ne faut pas se rater. Et il faut toujours prendre en compte ce paramètre qui est l'indication prise en charge par les autorités. Est-ce qu'elle correspond ou pas aux objectifs futurs de votre entreprise? Donc, les points clés d'une étude clinique. On l'a vu. L'objectif principal, toute étude repose sur lui. Alors, son atteinte, je dirais statistique, est un prérequis, c'est-à-dire le fameux petit p magique à 0,05. Mais ce n'est pas que ça. Il faut également que l'atteinte de cet objectif corresponde également à une pertinence clinique. Si vous prenez l'exemple d'une échelle de 0 à 100, vous faites une étude contrôlée versus un produit, vous mettez en évidence une différence de 5 points. C'est statistiquement significatif. Mais si les autorités, si les prescripteurs et si les patients considèrent ils attendent une différence de 20, vous voyez la différence entre une pertinence statistique et une pertinence clinique. Donc, il faut que votre objectif permette d'atteindre les deux. Et ne pas confondre non plus le mécanisme d'action d'un DTX avec la finalité thérapeutique. C'est-à-dire que si vous avez un DTX qui améliore l'observance des patients, le but n'est pas de faire l'observance pour l'observance. Le but, c'est de démontrer que l'amélioration de cette observance va se traduire sur le plan clinique par une amélioration de la pathologie prise en charge. Et ça, c'est un piège très fréquent, c'est-à-dire se limiter, même dans le cadre des médicaments ou des dispositifs simples, de se limiter au mécanisme d'action du produit et non pas sur les conséquences de sa mise en place. Le design de l'étude. Alors là, tout est ouvert, c'est pour ça que tout est possible et tout est réalisable. Elle peut être nationale, internationale, multicentrique, monocentrique, interventionnelle par définition, prospective par définition, avec randomisation par définition, contrôlée par définition, mais elle peut être en ouvert, en simple aveugle, en double aveugle, avec un second investigateur en aveugle, en groupe parallèle, en crossover, en carré latin, etc. À chaque objectif doit correspondre à un critère de jugement qui est validé, avec une sensibilité et une spécificité élevée par rapport à l'objectif que vous allez atteindre. Alors surtout, dans une étude de ce type-là, on ne fait pas de la recherche. On n'invente pas des outils de mesure. On prend l'existant, parce que là, c'est un élément clé, et l'existant qui a démontré que ces critères de jugement, ces outils, permettent d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Le choix du comparateur. Pas de réponse standard. Ça dépend de l'objectif à atteindre. Ça peut être une différence par rapport à l'existant. Ça peut être un effet additionnel par rapport à l'existant. Ça peut être un remplacement de. Et bien sûr, il dépend aussi de l'environnement thérapeutique concerné. Est-ce qu'il existe des gold standards ou est-ce qu'au contraire, vous rentrez dans une ère thérapeutique où c'est le désert? Le profil des centres d'investigation, là, c'est important. Si, dans la finalité de votre DTX, vous voulez le positionner, par exemple, chez le médecin généraliste, ne faites pas une étude à l'hôpital. Inversement, si effectivement votre stratégie, c'est de déployer votre DTX à l'hôpital, ne faites pas une étude majoritairement avec des médecins généralistes. La population étudiée doit être parfaitement définie par des critères d'éligibilité, d'inclusion et d'exclusion des patients. CF, l'exemple que je prenais, si vous prenez des patients de plus de 65 ans, des hommes de plus de 65 ans, vous ne pourrez pas revendiquer l'indication chez des femmes de moins de 40 ans. Et la méthodologie statistique, elle est également importante. Alors, le calcul de patients, c'est pas de dire j'ai un budget de 100 patients, donc je vais faire une étude sur 100 patients. C'est de faire un montage statistique, une évaluation par rapport à la différence que vous voulez obtenir. Ça vous permet de calculer le nombre de patients nécessaires et suffisants. Et après, il faut mettre effectivement le temps et les budgets en regard de ce calcul. Les études également, en termes statistiques, on peut choisir la méthode. Vous pouvez très bien choisir une méthode de supériorité, je vais être meilleur que. De non-infériorité, l'ajout de je ne vais pas être différent ou moins disant que l'existant. Ou bien, par exemple, vous prenez un produit A qui va à une dose précise, qui va, par exemple, entraîner des effets indésirables,
et vous prenez ce même produit à une dose plus faible, vous ajoutez votre DTX et vous démontrez que vous avez la même efficacité en ayant moins d'effets indésirables. Donc, le modèle statistique dépend également, là encore, du design de l'étude et des objectifs que vous fixez. Alors, ça sert à quoi? Déjà, ça sert à quoi? On l'a vu, à obtenir un enregistrement, à obtenir un prix, mais aussi ça permet de définir la place du DTX dans la pathologie corps-CRD. Et les impacts en termes de santé publique, il faut que votre étude soit transposable à la pratique. On l'a vu. Il faut donc interroger en amont les futurs prescripteurs, les patients et les payeurs. Quel va être son impact potentiel sur la santé de la population? Est-ce que votre DTX est capable de répondre à un besoin thérapeutique ou bien est-ce que vous créez ce même besoin compte tenu effectivement de la gravité de la pathologie ou bien du handicap? Est-ce qu'il va avoir un impact prévisible sur le système de soins ou la société et la collectivité? Oui, et comment? Il va falloir le chiffrer. Et un impact prévisible également sur les politiques et les programmes de santé publique. Donc, vous voyez, à partir d'une seule étude, la seule étude pour votre DTX et pour obtenir un remboursement, elle est vitale, elle est nécessaire, c'est précis, il faut suivre les guidelines, les méthodologies, etc. Mais quand vous avez une étude qui sort sur les critères principaux, je peux vous dire que vous êtes vraiment bien placé pour après lancer votre produit dans de bonnes conditions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hervé, pour cette présentation très claire et très, très instructive. Donc, si je comprends bien, l'idée principale, c'est l'importance et la nécessité d'études cliniques qui soient bien designées. Voilà, ça vous aidera tout au long du parcours de mise sur le marché et ensuite de marketing de votre produit. Une fois qu'on est lancé sur le marché, ça tombe bien. Stéphane, je te passe la parole si tu veux bien nous parler de tout ce qui est usage, adoption, acceptabilité par les DTX en t'appuyant sur des chiffres qui viennent à la fois de l'Allemagne mais aussi de la France pour mieux comprendre la dynamique. Oui, merci beaucoup Mathilde. Peut-être en introduction, parce que j'ai vu une remarque dans ce sens-là dans le chat, il faut bien voir que le retour qu'on a de l'Allemagne, même si certains disent que le déploiement est moins bon que prévu, il n'empêche que quand on regarde les chiffres de façon vraiment quantitative et qu'on les compare à ce qu'on voit en France en termes de déploiement de la santé numérique ou même aux États-Unis, le DIGA allemand reste l'exemple de déploiement le plus massif à la fois de thérapie numérique et de dispositifs médicaux numériques tout court à l'échelle mondiale, parce que le DIGA a permis ça. Donc, on aimerait tous que ça soit beaucoup plus important partout, mais il n'empêche qu'avec plus de 400 000 prescriptions aujourd'hui, ça reste un des très très gros volumes, et si ce n'est le plus gros volume à l'échelle mondiale. Et donc sur cette base-là, on a quand même maintenant un certain nombre d'années de retour, notamment les assureurs allemands qui font tous les ans des enquêtes auprès des patients et des médecins et qui nous donnent des indications très détaillées. Donc, je vous renvoie au rapport que j'ai mis en source, là, le Barmer 2024, qui est très détaillé sur l'ensemble des éléments concernant DIGA. Je vous encourage vraiment à les regarder. Donc, typiquement, quand on pose à ces patients la question de la fréquence d'utilisation de l'application, on voit que près de 40% l'utilisent tous les jours. Donc, chez les patients qui utilisent, 40% utilisent tous les jours et on a près de 80% qui l'utilisent au moins 2 fois par semaine. Donc, c'est assez conséquent, mais aussi parce qu'on parle là d'applications qui ont été prescrites et qui sont prises en charge et qui s'inscrivent dans un parcours de soins. En termes de durée, donc à chaque fois que le patient se connecte sur l'application, combien de temps est-ce qu'il utilise cette application? Pareil, on voit que ce n'est pas juste des petits snapshots d'usage. Il y en a 7%, enfin 8% là, qui utilisent moins de 5 minutes. Et on a une majorité de patients qui utilisent l'application plus de 11 minutes jusqu'à 30 minutes lorsqu'ils sont sur l'application. Si vous en avez testé, de toute façon, si vous en développez, vous voyez bien que ça nécessite souvent de faire des questionnaires assez longs aux patients pour pouvoir adapter derrière l'ensemble du programme thérapeutique. Ensuite, en termes d'adhérence au programme, puisque ça c'est quand même la question essentielle que tout le monde se pose systématiquement, ce qu'on voit c'est qu'on a là 62% des patients qui vont au bout du programme ou au-delà. Donc on a une adhérence qui est quand même pas si mauvaise que ça, même quand on la compare aux médicaments, et environ 15% qui arrêtent avant un mois.
du coup, du côté des médecins, donc là, la slide est chargée, donc je vais pas tout commenter. De toute façon, vous aurez à la fois les slides et le replay. Je vous ai simplement mis en rouge le cas d'usage le plus fréquent, c'est-à-dire que les médecins prescrivent souvent quand même les DTX en Allemagne en combinaison avec d'autres thérapies. Et donc la question, c'est quid de la France? Qu'est-ce qu'on peut anticiper pour le marché français, puisqu'il est en train de s'ouvrir, en particulier avec le modèle Pécan, même s'il y a d'autres modèles possibles, il n'empêche qu'on le voit, c'est quand il y a un modèle de prise en charge que ça drive l'ensemble de l'écosystème, et en particulier quand il y a un dispositif de prise en charge anticipée. Donc, je vais peut-être faire deux remarques préliminaires sur quand même les différences France-Allemagne avant de vous parler de l'étude d'acceptabilité qu'on a conduite pour la France. C'est quand même qu'en Allemagne, il y a quand même beaucoup plus de médecins par habitant qu'en France. Là, il faut être assez clair là-dessus. Il y a à la fois plus d'infirmiers, mais aussi beaucoup plus de médecins. Et par ailleurs, quand on regarde les proportions, donc ça c'est les chiffres de l'adresse, hein, les derniers chiffres de l'adresse, les proportions de médecins spécialistes ou généralistes entre les deux pays, non seulement il y a plus de médecins en Allemagne, mais ils ont une proportion de spécialistes plus grande. Et donc on peut peut-être anticiper qu'en France, le sujet des DTX sera un peu plus un sujet de médecine générale qu'en Allemagne. Voilà. Ceci étant dit, donc précaution faite, on a conduit une étude d'acceptabilité avec l'Institut du cerveau et de la moelle, France Biotech, Agora-S, l'Hôtel-Dieu et Médicine l'année dernière, où on a interrogé 662 professionnels de santé, dont près de 500 médecins et 119 généralistes. Voilà, donc là, vous avez les répartitions en termes de genre et d'âge. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude? D'abord, concernant l'utilité perçue, c'est-à-dire quand on demande aux médecins quelle valeur ils voient dans les thérapies numériques, ce qui ressort en premier, vous voyez, près de 90%, c'est l'amélioration potentielle de l'observance thérapeutique, hein, puisque le DTX, souvent s'inscrivant dans une continuité du soin, notamment entre les consultations, quand il y a une recommandation qui est faite, le médecin ne peut pas s'assurer que cette recommandation est suivie. Le DTX doit en particulier permettre de suivre cette recommandation avec potentiellement, et c'est aussi anticipé par les professionnels de santé, une amélioration de la qualité de vie et dans une petite majorité, une amélioration de la pathologie. On les a ensuite interrogés sur la volonté de prescrire, donc tout simplement est-ce qu'ils étaient disposés à prescrire ou recommander une thérapie numérique à leurs patients. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un bloc de réticents d'un peu plus de 15%, un bloc neutre de 27-28%, et quand même une majorité, 55%, qui se disent disposés ou très disposés à prescrire. Nous, on a été assez surpris de ces chiffres-là parce que finalement, ça montre une maturité potentielle de l'écosystème qui est meilleure que ce qu'on pense. Et il me semble que quand on discute avec nos collègues allemands qui viennent aujourd'hui sur le marché français et commencent à discuter avec des médecins, c'est aussi ce qui ressemble qualitativement. Qu'on a voilà, une base, là, une maturité en santé numérique qui est peut-être meilleure en France qu'en Allemagne, ce qui laisse augurer quand même peut-être un développement et un déploiement plus mature. À confirmer, en tout cas qualitativement, on a eu cette confirmation depuis que sont sortis ces chiffres fin novembre. Et enfin, on leur a demandé ce qui allait déterminer leur volonté de prescrire une thérapie numérique, et on voit qu'en numéro 1 arrive l'efficacité clinique. C'est pour ça que là, on a largement parlé de cet élément-là. À près de 85%, ils veulent que l'efficacité soit prouvée, et en particulier dans un essai randomisé contrôlé, et ensuite que ce soit facile à la fois pour eux de prescrire et pour les patients d'utiliser. Je suis allé un peu vite, j'espère que ça ira, mais je voulais laisser un tout petit peu de temps pour les questions. Donc je vais laisser la parole à Mathilde. Et peut-être Mathilde, je vais faire la pub puisque c'est votre événement, donc je vais me permettre de la faire moi-même. Vas-y, je t'en prie. Qui aura lieu au mois de juillet, donc tout début juillet cette année. Vous avez le QR code pour vous inscrire, et ce sera un événement où il y aura toutes ces questions qui seront soulevées et bien d'autres pour faire avancer l'écosystème.
Je te remercie Stéphane, j'aurais pas pu rêver de meilleure pub. Merci beaucoup. Évidemment, donc toutes ces questions, nous aurons l'occasion de les approfondir et d'aller un petit peu plus loin, voilà, au cours d'une journée complète. Donc, on vous invite à vous inscrire. Côté questions, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions que vous vous posiez. Merci Stéphane, évidemment, pour ta présentation. Voilà, on peut se dire que c'est plutôt de bon augure ces chiffres. Voilà, il y a encore un peu de travail, mais qui sont plutôt de bon augure pour la suite des opérations, voilà, et de l'avancée des DTX. On a d'abord des questions, beaucoup à propos des essais cliniques. Alors, je ne sais pas si c'est possible, Hervé, d'y répondre assez facilement et rapidement, mais quels seraient vos conseils pour lancer une étude, une pré-étude clinique avec des délais et des coûts raisonnables? C'est très difficile de répondre à cette question parce que par définition, tout dépend des objectifs que l'entreprise se fixe. Si vous faites une étude de prévention, vous allez avoir un suivi de patients nécessaire très long. Si votre objectif est de corriger un problème aigu, la durée de l'étude sera beaucoup plus courte. Bon, c'est de manière générale, c'est de l'anticipation, vraiment travailler en interne, même au moment où on commence à concevoir le DTX, parce que souvent la conception du DTX va imposer des contraintes au niveau méthodologique. Et puis, vraiment, là, c'est du cas par cas, et il faut essayer de trouver tous les bras de levier possibles pour effectivement réduire les coûts et les délais, mais il y en a qui sont absolument incontournables, simplement liés à la démonstration clinique elle-même. Très bien, merci. Et peut-être la réponse sera peut-être un peu plus rapide et simple à apporter. Est-ce qu'il existe des possibilités pour prouver l'efficacité de façon robuste des DTX en dehors des RCT? Robuste, absolu, c'est RCT. Si vous voulez démontrer une efficacité, c'est RCT. Tout le reste, collecte de données, études en ouvert, etc., vous démontrerez des tendances. Ça pourra servir de proof of concept avant de faire la RCT. Mais la RCT est obligatoire pour une démonstration clinique incontournable et incontestable. Merci beaucoup, Hervé. Une question qui porte toujours sur des études, mais là un petit peu plus large puisque c'est sur l'évaluation médico-économique des DTX. Est-ce que ces évaluations médico-économiques existent sur les DTX? Et est-ce que des analyses de coûts-bénéfices pour les payeurs publics ont-elles été faites pour ceux qui remboursent ces thérapies? Peut-être. Pour qui? Ah, Hélène, vas-y, bien sûr. Pardon. On a un petit Non, ouais. juste sur ce sujet, en Allemagne, il y a beaucoup dans la négociation de prix, du passage de prix temporaire à permanent, ils ont beaucoup moins une approche médico-économique que ne l'ont les Anglais et dans une moindre mesure la France. Donc, sur les Allemands et dans leur négociation de prix, il y a eu beaucoup moins de publications, en tout cas, sur les enjeux médico-économiques. C'est des sujets qui commencent à être évalués par des équipes de recherche. En France, on a une base de données extrêmement unique avec le SNDS, entre autres, où on peut imaginer faire de l'évaluation moyen-long terme des impacts médico-économiques. Il y a des nouveaux modèles aussi que la HAS pousse je crois qu'il y a un modèle qui s'appelle BIM sur Budget Impact Assessment pour essayer d'évaluer ces impacts-là. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas de façon générique. Chaque CAP va faire sa propre étude et va l'utiliser dans les négociations de prix et elle ne sera pas forcément publique. Donc finalement, assez peu. Par contre, il y a pléthore d'évaluations sur l'impact des mécanismes utilisés dans les thérapies numériques, donc de l'éducation thérapeutique, des changements comportementaux et autres. Mais app par app ou thérapie numérique, je dirais qu'on n'a pour l'instant pas assez de recul pour ça. Tout le monde est assez convaincu de ces impacts-là liés aux mécanismes d'action, mais il n'y a pour l'instant pas tant de publications sur ce sujet-là, même si c'est un sujet qui va émerger dans les années à venir. C'est aussi pour ça que quand on crée un modèle de prise en charge, on facilite l'émergence de ce type de modèle. Et je crois que dans des discussions autour du PECAN et même LPPR de thérapie numérique, se pose souvent la question de est-ce qu'on n'associerait pas des évaluations médico-économiques un peu plus long terme, pas comme une contrainte. En tout cas, nous, en tant qu'industriels, on se demanderait pourquoi on aurait un niveau d'exigence plus élevé que ce qu'il y a dans le médicament, puisque c'est pas le cas dans le médicament en dessous d'un certain chiffre d'affaires, mais peut-être plus comme un élément qui viendra alimenter la négociation de prix.
Oui, moi, Merci beaucoup. je me permets, je préconise toujours dans les études, dans un critère secondaire, de faire un suivi des coûts directs. Si vous avez un DTX qui réduit le nombre de consultations ou le nombre d'hospitalisations, c'est valorisable. Alors, c'est pas une étude pharmacoéconomique, mais déjà dans votre RCT, vous apportez des réponses aux questions qui de toute façon vont venir dans la négociation de prix. Merci beaucoup Hervé. Côté, peut-être que là on peut s'intéresser un peu aux grilles tarifaires. Il y a eu pas mal de questions. Donc dans la boîte à questions, la règlement tarifaire pour Pécan va arriver dans les prochains jours, c'est bien ça. Et seconde question qui est un petit peu liée, les forfaits de Pécan sont définis pour le téléphonique, qu'en est-il pour les DTX? Euh, donc effectivement, donc là peut-être pas besoin, enfin vous me reprenez, mais a priori ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Ils ne sont pas encore publiés. On est tous en attente, je crois. Et une question qui s'adresse à toi, Alexandre, peut-être. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette raquette tarifaire allemande qui fait tout à fait écho en fait à ces questions précédentes en France? Ouais, tout à fait. Stéphane, tu voulais peut-être juste dire un mot sur Oui, l'arrêté pardon. tarifaire? Non, je t'en prie, Mathilde. Oui, l'arrêté tarifaire, là, ça a été annoncé par la direction de la sécurité sociale. Hein, c'est dans les tuyaux de publication, donc ça devrait arriver début avril. Là, enfin, je pense qu'on peut à l'oral donner le tarif, hein, puisque France Biotech a été mobilisée dans ces négociations tarifaires. On est arrêté donc sur un tarif annuel de 780 € de TTC, avec un premium sur les 3 premiers mois qui sera de 435 € TTC pour chaque prescription de DTX. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà partagé au sein de la commission santé numérique et de la task force DTX, et on attend cette publication officielle d'ici quelques semaines. Parfait. Est-ce que la question sur l'Allemagne, Alexandre, tu veux rebondir? C'est peut-être Ouais, justifié. bien sûr, sur la raquette tarifaire. Alors, j'ai mis des éléments dans le chat. En tout cas, en remboursement provisoire, alors il y a beaucoup de variabilité en fonction des indications et effectivement, c'est classé par famille d'indications. Mais on est sur le remboursement provisoire et un petit peu plus de 500 € TTC par trimestre côté DIGA. Donc, et c'était bien sûr notre benchmark, hein, dans notamment nos discussions avec la direction de la sécurité sociale. Donc, on est ravis de voir qu'on va s'en rapprocher, vraiment. Et à notre sens, ça a vraiment été un facteur clé dans le succès du DIGA. En termes d'attractivité du fast track et de déclenchement d'un maximum de projets. Et ensuite, en permanent, on est, en tout cas, à côté d'IGA, un peu dans un mouchoir de poche entre 210 et 230 € à peu près par trimestre en remboursement permanent, donc LPPR, quoi, équivalent LPPR français. Super. Et dans la foulée, Alexandre, enfin pour quelqu'un d'autre peut-être, voit-on en Allemagne déjà un impact sur l'organisation parcours de soins? Alors, Je crois oui, que tu tout en à fait. doute. Alors, en tout cas, moi, je peux parler un petit peu de l'expérience au Viva parce qu'on a un DIGA dédié à l'obésité en Allemagne qui est remboursé maintenant de manière permanente, où on peut faire un parallèle français assez évident, hein. Très grand nombre de ces patients sont aujourd'hui dans une forme d'errance thérapeutique du fait d'une absence de parcours de soins vraiment constitués, consensuels, mis en place, qui ferait appel à tous les professionnels de santé qui sont parfois indiqués, hein, dans les guidelines, par exemple de la HAS, mais qui dans la vraie vie ne sont pas et ne peuvent pas être mis en application. Donc oui, évidemment, on a aujourd'hui une possibilité pour des patients, enfin, d'accéder à un soin, et comme on l'a dit au préalable, à moindre coût, grâce au DTX, où ils peuvent fonctionner en autonomie avec des résultats qui sont justement démontrés au cours de l'évaluation. Donc l'obésité est un exemple, bien sûr. On en a énormément également en santé mentale, mais également, comme on l'a dit, dans le traitement des acouphènes ou autres. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres éléments un peu plus concrets ou détaillés à donner, mais clairement, on voit un gros changement de dynamique. Sinon, on peut passer à la question suivante. Non. Ok, super. J'ai vu également, Alexandre, que tu avais parlé, que tu avais répondu à Elodie Mali directement. Connaissons-nous les leviers ayant favorisé l'usage en Allemagne dont nous pourrions nous inspirer en France? Je pense que c'est une question intéressante peut-être à soulever et peut-être on peut revenir dessus pour tout le monde.
Alors, est-ce que tu peux la reposer, Mathilde? Excuse-moi. Oui, bien sûr. Connaissons-nous les leviers ayant favorisé l'usage en Allemagne dont nous pourrions nous inspirer en France? Ouais, tout à fait. Alors, pareil, on a mis quelques éléments dans le chat. Alors, bien sûr, il y a le Oui, Fast tout à Track fait. lui-même, hein, qui a encore une fois déclenché un maximum de projets du fait de ce prix attractif, du fait du mode de collaboration très itératif avec le BfArM, qui a permis vraiment aux industriels de porter un risque réfléchi et mesuré. Mais d'autres points, hein, dont on a d'ailleurs commencé à parler également au sein de la task force et avec les institutionnels français, notamment par exemple la rémunération spécifique pour les médecins prescripteurs en Allemagne, qui est un point qui revient très souvent, hein, quand on demande à nos confrères allemands ce qui explique aussi le succès de l'usage, c'est ça. Voilà. Et puis également la possibilité pour les DTX de faire de la communication auprès du grand public, pour les DM de classe 1 et 2A. Donc une acculturation qui se fait également par les patients, qui sont encore une fois souvent dans une forme d'errance thérapeutique et qui vont parler, en tout cas solliciter leur médecin pour pouvoir accéder au DTX. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce qu'on se laisse le temps pour une dernière question? Hélène, je vois que tu es en train de répondre. C'est une question de Sixtine Richard. Le remboursement de 335 € pour 3 mois risque-t-il d'être divisé de moitié après paiement? Je vois que tu es en train de répondre. Peut-être que je te laisse la parole. Oui, j'allais répondre. On ne sait pas, puisque pour l'instant, il n'y a aucun changement de temporaire à permanent. Par contre, évidemment, on peut imaginer que, d'ailleurs, comme le président de la CEPS l'a évoqué à plusieurs reprises, ils s'inspirent toujours des prix européens. Ils ont 4 références, c'est l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne de mémoire. Donc oui, la HAS va regarder le prix allemand et donc en moyenne, les prix allemands tombent plutôt autour de 200 € le trimestre. Donc en tant qu'entrepreneur, moi dans les BP, on met 200 € au bout d'un an dans le prix permanent. Évidemment, ça dépendra produit par produit, des éléments médico-économiques que vous apporterez. Comme l'a dit Hervé, si dans votre étude en secondaire, vous avez mis des éléments là-dessus, si vous utilisez le modèle BIM de la HAS ou autre, vous pourrez étayer et essayer d'aller chercher plus. Mais probablement qu'on verra, quand on regarde le benchmark allemand, un remboursement trimestriel qui sera peut-être plutôt autour de 200 € que de 435. C'est pas ce qu'il faut viser, hein. Il faut viser ce qui est cohérent avec votre produit. Mais voilà. Merci beaucoup, Hélène. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que vous... et c'est avec la HAS que la négociation des prix se fait? Non, c'est pas avec la HAS. Non, la HAS a vraiment un avis scientifique. Non, c'est ensuite, notamment avec le CEPS. Bien sûr. Merci Alexandre. Je pense qu'on s'arrête là pour les questions. Si vous voulez bien, il nous reste juste à vous remercier tous. Merci à nos orateurs d'avoir accepté de prendre la parole à ce webinaire. Merci à vous tous participants qui vous êtes connectés. Voilà, c'est un très bon signe d'encouragement pour nous qui travaillons du côté des DTX, savoir que vous vous y intéressez. Voilà, et encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin sur ces questions de DTX, nous vous attendons avec joie le 2 juillet prochain à Paris pour la journée DTX France. Et voilà, une très bonne journée à tous. À très bientôt.